Adopté en Conseil des ministres le 17 décembre 2014, les résultats de l'enquête emploi 2013 produite par l'AGEP restitués aux différents partenaires techniques et financiers. Il s'agit pour le directeur général de l'AGEP de mettre tous ses partenaires au même niveau d'information et également préparer l'enquête emploi 2015. Le marché du travail se porte vraiment de mieux en mieux. Aujourd'hui, nous avons quand même pu dépasser les 1 million d'emplois. Et cela est juste et cela est scientifiquement prouvé. La publication officielle de l'enquête emploi 2013 se fera au plus tard à la mi-mars. Cette enquête révèle que la plupart des chômeurs en Côte d'Ivoire sont des chômeurs de longue durée, c'est-à-dire totalisant au moins 3 ans de chômage, ce qui rend difficile leur recrutement par les entreprises. Cette enquête emploi, souligne Philippe Ndri, n'a pas pris en compte le travail des enfants, chose qui selon lui sera réparée au cours de l'enquête emploi 2015. Cette enquête, selon le directeur général de l'AGEP, se réalisera entre avril et mai, suivi des résultats en juin prochain. Ça nous donne également l'occasion de réaliser 2 enquêtes. En moins d'1 semestre, de réaliser 2 enquêtes. Une autre enquête qui va se réaliser à partir d'avril-mai et qui va donner les résultats à fin juillet. Et cette fois, cette enquête-là va comporter également un module d'information sur le secteur informel. Selon l'enquête emploi 2013 qui a été réalisée sur une population de 23 millions d'habitants, ce sont 14,500 millions de personnes qui sont en âge de travailler. L'enquête stipule que le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 5,3%. On peut faire venir des motoculteurs qui ont déjà été utilisés ailleurs. Ces motoculteurs ont besoin d'être adaptés aux conditions d'exploitation ivoiriennes. Quand on a récolté le paddy, il faut le battre, il faut le sécher. Ensuite, une fois c'est battu, c'est séché, il faut envoyer la machine pour décortiquer. Pour toutes ces étapes-là, on a besoin d'une innovation technologique. Voilà qui a motivé la signature de cet accord de partenariat entre l'Office national de développement de la riziculture, ONDR, et la Société ivoirienne de technologie tropicale, IDT. Il y a des technologies existantes que nous allons très rapidement proposer à l'ONDR en vue d'accélérer la phase d'implémentation de la nouvelle stratégie, en tenant compte des particularités propres à la Côte d'Ivoire. L'objectif à atteindre par le développement des technologies dans la filière riz, augmenter la production de 1 350 000 tonnes actuellement à 1 900 000 tonnes en 2016 et répondre à la demande nationale de riz. Mieux, la Côte d'Ivoire a l'ambition d'exporter du riz local blanchi en 2018. Soubré, la capitale de la région de la Nawa, ne peut être oubliée de l'action sociale de la première dame Dominique Ouattara avant la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara. À la place de l'indépendance de la ville, Yao Patricia Sylvie peut se rendre compte de l'empressement et de l'enthousiasme avec lesquels les femmes, les jeunes, les handicapés accueillent l'expression de la générosité de la première dame Dominique Ouattara. Soubré reçoit au total de l'épouse du chef de l'État 120 millions de francs CFA de dons en nature. Incroyable pour les uns et acte louable pour les autres. Nous sommes très heureux. La preuve en est que tout le monde est sorti et que vraiment Soubré est content et satisfait de ces gestes-là. Je mets au défi toutes les autres régions qui l'ont déjà reçu que Soubré va sortir à 100% pour réserver un accueil délirant au président de la République. Tous ces présents-là vont nous aider à nous épanouir plus. Nous faisons une grande promesse à la première dame que nous allons utiliser tout ce qu'elle nous a donné et elle aura les réponses. En général, la jeunesse de Soubré, on ne travaille pas. Donc je pense qu'avec ces matériels-là, nous pouvons d'abord faire le retour à la terre et aussi faire du commerce pour pouvoir nous auto-employer nous-mêmes. Ce n'est pas tout. Quand la représentante de la première dame est invitée derrière le lutrin, la nouvelle est encore plus que bonne, surtout pour les femmes. En ce qui concerne le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, la première dame m'a chargé de vous dire que ce fonds est augmenté dans le département de Soubré. De 30 millions que vous aviez il n'y a pas longtemps, vous aurez 80 millions pour le département de Soubré. Avec cette abondance, le préfet du département, les élus de Soubré et leurs administrés se disent impatients d'accueillir le couple présidentiel pour lui témoigner leur gratitude. Leader charismatique de son vivant, Hugo Chavez a toujours ses fidèles 2 ans après sa mort.
À Caracas, le culte de Sainte Chavez est entretenu à coups de prières et de cierges. Comme dans cet hôtel, à une centaine de mètres de la tombe de l'ancien président. Elisabeth est la gardienne des lieux. Un homme aussi charismatique que lui ne renaîtra pas. Un homme qui a consacré sa vie à son peuple ne renaîtra pas, c'est notre deuxième sauveur. Le premier c'était Simon Bolivar et après il y a eu le commandant suprême et éternel. Mais le chavisme, désormais emmené par le président Nicolás Maduro, est mal en point et ses sympathisants sont de moins en moins nombreux. La preuve pour ce vendeur de souvenirs, les ventes auraient chuté de 95% depuis la mort de Chavez. Quand le commandant était vivant, on avait toujours du travail, tous les jours. Il y avait des manifestations de l'opposition et des manifestations pro-gouvernement. Mais maintenant, plus rien. Et avec ce gouvernement, avec Maduro, on n'a plus de clients. Personne au Venezuela n'a de vêtements avec la tête de Maduro, ni avec les moustaches de Maduro. Problème d'image, mais aussi une économie en plein effondrement. Les Vénézuéliens doivent faire de longues queues pour acheter à prix d'or les rares produits présents dans les supermarchés. Une situation inquiétante pour le gouvernement à l'approche des élections. Le défi de ce gouvernement est de trouver un moyen de changer l'opinion publique, améliorer son image avant les élections. Je crois que dans ce contexte de chute des prix du pétrole, la marge de manœuvre pour mener la campagne électorale est faible. Il y a peu de possibilités. La mémoire d'Hugo Chavez a beau rester intacte pour les Vénézuéliens, le modèle socialiste qui l'avait impulsé s'essouffle. On peut faire venir des motoculteurs qui ont déjà été utilisés ailleurs. Ces motoculteurs ont besoin d'être adaptés aux conditions d'exploitation ivoiriennes. Quand on a récolté le paddy, il faut le battre, il faut le sécher. Ainsi, une fois c'est battu, c'est séché, il faut envoyer la machine pour décortiquer. Pour toutes ces étapes-là, on a besoin d'une innovation technologique. Voilà qui a motivé la signature de cet accord de partenariat entre l'Office national de développement de la riziculture, ONDR, et la Société ivoirienne de technologie tropicale, IDT. Il y a des technologies existantes que nous allons très rapidement proposer à l'ONDR en vue d'accélérer la phase d'implémentation de la nouvelle stratégie, en tenant compte des particularités propres à la Côte d'Ivoire. L'objectif à atteindre par le développement des technologies dans la filière riz, augmenter la production de 1 350 000 tonnes actuellement à 1 900 000 tonnes en 2016 et répondre à la demande nationale de riz. Mieux, la Côte d'Ivoire a l'ambition d'exporter du riz local blanchi en 2018. Yopougon fait peau neuve avec la réhabilitation de certaines voiries de la commune. Un projet de bitumage est mis sur pied par le conseil municipal. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et des difficultés rencontrées par les entreprises, le maire Gilbert Kafana Kone a effectué une visite de terrain. Au cours de cette rencontre, il a annoncé une campagne de sensibilisation pour expliquer aux populations le bien fondé de ces infrastructures. Ces travaux de réhabilitation vont durer 7 mois. Il y a plus de 30 milliards qui sont engagés au niveau des aménagements de la commune et avec 22 milliards du côté de la zone industrielle. Et si nous voulons avoir des réseaux d'assainissement, nous voulons avoir une voirie qui fonctionne régulièrement, il faudrait bien que nous-mêmes nous adoptions chacun un comportement qui ne contribue pas à dégrader la chaussée. Au cours de cette tournée, le premier magistrat a exhorté les entrepreneurs à accélérer les travaux. C'est pour apporter sa contribution à l'assainissement dans le district d'Abidjan et particulièrement dans le village d'Agban et dans la commune d'Atekoubé que Annick Petit-Zago, marraine de l'ONG Apiagnon Solidarité, a fait don de ses matériels d'assainissement. Ce don de Annick Petit-Zago à l'ONG Apiagnon Solidarité est composé de pelles, de machettes, de tricycles pour aider au ramassage des ordures ainsi que de l'argent en espèces. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à leur marraine et ont promis d'en faire bon usage. L'ONG Apiagnon Solidarité a vu le jour en juin 2013 et regroupe en son sein toutes les femmes ébriées d'Agban village. Elle œuvre dans le social et veut, à l'instar des femmes des autres communes du district d'Abidjan, prôner la paix et la réconciliation en vue d'une Côte d'Ivoire apaisée. Le temps
Parlant d'une préoccupation au cours d'une conférence publique, les relations entre politiques et journalistes, animant ce thème à la Maison de la Presse au Plateau, à l'invitation de l'Institut de journalisme et de communication de l'Université Atlantique et de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean Lessieur, journaliste, écrivain et ancien directeur des rédactions de France 24, indique que les journalistes, loin d'être des laudateurs, doivent travailler professionnellement. Il se félicite de la liberté d'expression qui prévaut au niveau de la presse en Côte d'Ivoire. Depuis que je suis ici, j'ai pu constater qu'il y avait une grande liberté d'expression de tout le monde dans la presse et à la télévision. Il ne faut évidemment pas croire tout ce que vous disent les hommes politiques et même des choses qui vous semblent crédibles et convaincantes. Il faut faire attention à ne pas se laisser embarquer dans des choses qui sont fausses. Les organisateurs se disent satisfaits de l'engouement suscité autour du thème. Nous nous félicitons de cette conférence qui nous a permis véritablement d'apprendre ce matin avec cette personnalité du monde des médias. C'est un métier qui s'apprend en le faisant et qui s'apprend par la transmission des anciens. C'est pourquoi j'ai conçu, à côté des enseignements qui sont donnés dans le cadre de la scolarité, un cycle de conférences pour faire venir des journalistes d'expérience, pour partager cette expérience avec ceux qui ambitionnent de faire ce métier. Cette conférence publique ne sera pas la dernière. Les initiateurs entendent inviter dans les mois à venir une autre grosse pointure de la presse française. 24 radios communautaires mobilisées contre la maladie à virus Ebola. Les animateurs de ces radios de proximité sont formés et outillés sur les méthodes de lutte contre cette maladie dangereuse. Les responsables de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire situent les enjeux de cette rencontre. Des journées d'information à l'endroit des 100 radios communautaires en Côte d'Ivoire. Vous savez que depuis mars 2014, cette maladie-là a changé nos habitudes culturelles et alimentaires. Donc il était important que les radios s'engagent à fond pour la lutte contre cette maladie-là. Avoir l'information juste à travers le ministère de la Santé pour en tout cas mieux informer et éduquer nos populations. Après la présentation des outils de communication et des enseignements sur la maladie Ebola, les participants se réjouissent des connaissances acquises. Les radios privées non commerciales sont au contact des populations. Ces radios sont chargées naturellement de relayer les informations, vendre le message qui concerne la lutte contre le virus Ebola. Je pense que c'est une donnée stratégique. Le virus Ebola a enregistré en 2014 plus de 2000 morts en Guinée-Conakry, au Libéria et en Sierra Leone. Le virus à fièvre Ebola n'a pas pu franchir les frontières ivoiriennes à cause des dispositifs de prévention et du respect des consignes du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Je vais chercher un peu d'eau, sinon je suis foutu. Pardon. Top Radio, c'est la prochaine série télévisée que la RTI va coproduire avec un de ses partenaires. Le pilote du film a été présenté au MICA, le marché international de la télévision et du cinéma africain. Une série de 26 minutes qui met en évidence le rôle de la RTI dans la promotion de séries télévisées écrites par de jeunes talents. C'est une série qui est issue du concours Nouveaux Talents que nous avons lancé en 2014, dont un des gagnants est Honoré Esso, donc le scénariste de Top Radio. On a vu en plus les réactions du public qui étaient relativement positives. Ça nous donne envie de continuer et nous sommes fiers de présenter aujourd'hui ce projet au FESPACO. Dans cette démarche de la RTI, on n'écrit pas tout seul comme on a eu à le faire jusqu'à présent. On travaille avec d'autres personnes, ça fait que voilà, les scénarios sont un peu plus riches. Un mélange d'anciens et de jeunes acteurs que les téléspectateurs de la RTI pourront bientôt apprécier. Je suis très heureux de vous avoir présenté cette future série de la RTI. Et je vous présente la comédienne principale, Tela Pomaou, qui joue le rôle de Néna. Il faut dire que moi j'ai déjà travaillé à Abidjan, j'ai déjà tourné et j'ai interprété la voix de Bintou dans Aya de Yopougon. C'est super intéressant de travailler avec des gens comme Adam Adaïko, Marie-Louise Yasseux. Par sa présence à ce FESPACO, la RTI réaffirme la volonté de positionner la Côte d'Ivoire comme le hub sous-régional de l'audiovisuel.
Voilà une expo qui devrait plaire à ceux qui trouvent les musées un poil barbants. Un musée londonien présente plus de 80 clichés d'hommes du monde entier portant fièrement leur barbe. Une pilosité affichée pour la bonne cause. Il s'agit de sensibiliser le public au cancer de la peau. L'ambassadeur américain en Corée du Sud agressé, Mark Lippert, a été blessé à l'arme blanche par un militant nationaliste lors d'une réunion à Séoul. Nous étions tous sous le choc, mais l'ambassadeur Lippert a très calmement décidé de se faire soigner. Je pense que l'entaille a été légère vers le haut, mais plus profonde vers le bas. Si elle avait été un peu plus bas, elle aurait pu trancher son artère carotide. Heureusement qu'il n'a pas touché cette zone. Il a été transporté à l'hôpital, mais sa vie n'est pas en danger. Je peux seulement vous dire que les blessures ne mettent pas en danger la vie de l'ambassadeur et que son état est stable. L'assaillant a été arrêté. Il est entre les mains des autorités locales. L'agresseur est opposé à l'alliance militaire entre son pays et les États-Unis.